Cet épisode a été tourné dans la coupole d'un observatoire, et le micro nous a lâché avant même l'enregistrement. Nous avons fait le maximum pour corriger la qualité du son, merci à ceux qui m'y ont aidé. Et merci à vous pour votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aussi à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran, sous cette coupole avec un télescope de 500 mm, donc riche et chrétien. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission consacrée au Lucky Imaging pour le ciel profond et planétaire. Lucky Imaging, technique d'astrophotographie qui consiste à faire des pauses très courtes pour essayer de s'affranchir du seeing. Vous avez déjà sur la chaîne un épisode justement qu'est-ce que c'est que le seeing et la turbulence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Chauvet, que vous avez déjà vu donc sur la chaîne, pour nous parler de son expérience justement en Lucky Imaging, donc du ciel profond. Alors tu vas nous parler un petit peu, Romain, des différentes caméras utilisables pour le Lucky Imaging. Tu as fait du Lucky Imaging avec un 150-750. J'ai commencé comme ça. Tu as commencé comme ça, avec un matériel finalement relativement low cost. Voilà, je pense que je m'en sortais pour 1000 € au total. Après, j'en ai acheté quelques parties d'occasion, mais voilà, vous pouvez faire pareil. Avec des résultats assez hallucinants. On verra à la fin de l'épisode, à la limite, un petit diaporama, on va faire ça. Oui. Et puis maintenant, avec un 560, donc Stellar Zach avec des miroirs donc de Terence, donc Beagle Biblioscope. C'est ça. Exactement. Et donc aujourd'hui, Romain, j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton regard sur les différentes caméras maintenant disponibles sur le commerce, nous donner quelques petits critères de choix. J'ai sorti un épisode sur les caméras monochrome, vous aurez bientôt un épisode sur les caméras pour le ciel profond, mais il y a des petits critères à considérer pour le Lucky Imaging. C'est ça. Et donc je te propose de nous éclairer. Donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Vous l'avez compris, cet épisode n'est pas non plus un guide complet pour le choix d'une caméra pour le ciel profond. Ça viendra bientôt sur la chaîne. Donc cet épisode a en fait vocation à vous présenter un certain nombre de caméras utilisables dans le domaine du Lucky Imaging, donc leurs forces, leurs faiblesses et des critères de choix. Certaines des fiches techniques, vous aurez plus d'informations en fait dans l'épisode sur le choix des caméras planétaires, mais vous avez déjà également quelques slides qui proviennent du futur épisode sur les caméras du ciel profond. Et puis vous avez aussi un épisode sur le choix des filtres. On évitera ici les filtres duo, tribande, quadribande qui sont trop restrictifs pour le Lucky Imaging. Romain, nous avons donc un certain nombre de caméras, des caméras qu'on considère pas mal comme pour le planétaire, qui sont non refroidies, des caméras refroidies qui sont considérées pour le ciel profond. Alors maintenant, peux-tu nous dire un peu quels sont les critères que tu vois pour le choix d'une caméra pour le Lucky Imaging? Alors déjà, la première chose, c'est que on ne peut pas choisir une caméra seule. C'est-à-dire qu'on va choisir la caméra qui correspond à son instrument. Et c'est pareil, il y a aussi des instruments qui sont plus adaptés que d'autres pour le Lucky Imaging. En Lucky Imaging, c'est simple, on veut le plus de lumière possible. Parce que on cherche à raccourcir les temps de pause pour donc s'affranchir en partie de la turbulence ou des défauts de suivi de notre monture. Et du coup, pour ça, évidemment, on doit choisir la bonne combinaison. La première chose, c'est que pour un instrument, un port sur des cours, ça va être globalement une bonne idée. Voilà, parce que ça va permettre de mettre plus de lumière dans chaque pixel de votre caméra. Et la deuxième chose, c'est que dans les caméras, c'est pareil, il y a des tailles de pixels différentes, donc qui vont pouvoir correspondre plus ou moins. Une dernière chose, c'est que, comme j'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la lumière. On va vraiment privilégier les caméras monochromes. On peut aussi avoir une caméra monochrome et une caméra couleur avec laquelle on va faire des poses plus longues, mais qui vont juste servir à on va dire, coloriser notre image monochrome. Pourquoi? Parce que un pixel d'une caméra monochrome, ça capte 3 fois plus de lumière, au moins 3 ou 4, qu'une caméra couleur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des poses 3 ou 4 fois plus courtes. Et donc on va avoir une image beaucoup moins bruitée, une courbe de luminosité beaucoup plus propre. C'est ça. Donc quand j'ai commencé avec un 150-750, j'avais cette caméra-là, donc c'est une 290 QHY 290 non refroidie. Voilà, donc le capteur c'est l'IMX 290. Voilà, c'est ça. Avec des photocycles de 2,9 ou 2,9, exactement, c'est 2,9. Voilà. Alors c'est plutôt assez petit. C'est ça, c'est assez petit, mais comme j'avais que 750 mm de focale, il faut quand même grandir suffisamment l'image, de manière à ce que
notre étoile soit étalée sur plusieurs pixels. C'est-à-dire que si on a une focale trop courte, on aura des étoiles super piquées, mais on va pas pouvoir aller chercher vraiment le maximum de détails possible. C'est vraiment, tout est un compromis. Voilà. Donc cette caméra a l'avantage d'avoir un bruit de lecture très faible. Et ça, c'est la chose peut-être la plus importante à regarder sur une caméra de rendu Look Imaging, c'est le bruit de lecture. À l'heure actuelle, c'est encore la caméra monochrome avec le moins de bruit de lecture. Le seul problème, c'est que son capteur est relativement petit, c'est un Full HD, donc forcément, on va faire des très très grands champs. Voilà, c'est ça. Donc le bruit de lecture, expliquons-le, on est sur des capteurs CMOS. C'est ça. Pour la lecture du capteur CMOS, ça passe par des transistors, alimentés électriquement, et forcément, il faut... il va y avoir des perturbations. Voilà, ça va rajouter des erreurs dans l'image. C'est ça. Et donc, la quantité de bruit de lecture, c'est la quantité d'erreurs sur chaque image. Comme on va empiler 20 000 images ou plus parfois, et ben forcément cette erreur va être multipliée. Donc on cherche à qu'elle soit le moins grande possible. On le mesure en électrons, ce bruit de lecture, et donc sur celle-ci, on descend à 0,85 électrons. C'est très bas. C'est très bas. Et à l'heure actuelle, c'est donc encore celle qui est la meilleure caméra monochrome, parce qu'il y a des caméras couleurs qui descendent un petit peu plus bas. Alors nous sortons de cet épisode, Romain me signale que 2 nouvelles caméras viennent de sortir, l'une basée sur le capteur IMX462, donc chez QHY et chez ZWO, mais également la QHY 53200 de chez QHY, donc avec un nouveau capteur, le SC2210, qui sont très intéressants en termes justement de niveau du bruit de lecture. Voilà, donc l'idée aussi, il faut bien comprendre qu'en Look Imaging, et on vous montrera sur les prises de vue justement, vous allez voir l'écran de Romain, c'est très impressionnant. On est en train de regarder par exemple une galaxie et on voit un effet de neige comme sur les vieilles télé catholiques qui est assez monstrueux et on se dit mais comment est-ce qu'on va arriver à trouver réellement la galaxie dans ce fourmillement de pixels? Et en fait, le signal qui est réellement ce que tu veux photographier, les photons réels vis-à-vis de ce bruit de lecture, il y a très très peu de différence. Voilà, c'est ça. C'est le fait que le bruit soit faible. On va effectivement avoir une image qui fourmille, mais ce fourmillement, ça va venir du fait que tout simplement, ce point-là de la galaxie nous a envoyé 5 photons à un moment donné, ce point-là nous en a envoyé 3, juste parce que statistiquement, c'est pas régulier, c'est vraiment aléatoire. Et au final, quand on va empiler les images, ça va faire une moyenne de tout ça et on va avoir notre superbe image de galaxie. Il y a un effet de répartition gaussienne. Voilà, exactement. Et donc, forcément, une caméra avec un bruit de lecture faible, ça va nous avantager pour ça, parce qu'on va avoir moins d'erreurs empilées. Il faut bien voir qu'on fait des pauses le plus courtes possible pour du Look Imaging, c'est profond, mais le temps total, il doit rester très long. C'est pour ça que je vous parle de 20 000, 50 000 images. Si je fais juste 2 minutes de pause, je ne pourrais pas avoir la même chose qu'en 3 heures de pause. On ne peut pas inventer des photons qu'on n'a pas de base. Et sur une cible extrêmement peu lumineuse, la quantité de photons dans l'absolu qu'on reçoit, elle dépend du temps. C'est ça. Donc ça nécessite aussi des disques durs conséquents, des configurations on va dire, qui peuvent gérer ce nombre d'images. Si on est sur une petite caméra comme ça, il n'y a pas de problème, les fichiers font 2 mégapixels. C'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant, c'est tranquille, même si on descend le temps de pause à 2 secondes, 1 seconde, on peut s'en sortir même sur un PC tranquille. Voilà. Par contre, maintenant, j'utilise plutôt cette caméra-là, qui est... là, c'est un monstre. Voilà, chez Altair Astro, donc c'est une Altair 26M, c'est un capteur APS-C monochrome de 24 millions de pixels. Et donc, je fais des pauses avec de 1 seconde, voire une demi-seconde quand il y a du vent. Donc, ça fait des fichiers très longs. Ça fait beaucoup de fichiers, le temps de traitement est très long, il faut un ordinateur puissant pour pouvoir s'en sortir. Et un SSD rapide, c'est vivement recommandé, le SSD est très important. Ça j'avais fait les tests effectivement en fonction justement de savoir si vous avez un port USB 2 ou un port USB 3. Bien sûr, on est en port USB 3 ici. On n'a pas trop de choix. Et de savoir si on utilisait un disque mécanique ou un disque SSD, et clairement les différences sont évidentes. Sur la configuration... C'est sur mon épisode sur le choix des PC pour la... Juste rapidement sur la config informatique, le plus important ça va être le SSD et la RAM. Ouais. Voilà. Le reste a une importance aussi, mais voilà, c'est ça. Si vous pour voulez, en tout cas. aussi pour le traitement. Et pour le traitement. Même dans Cyril, que j'utilise, c'est là qu'on voit la plus grosse différence. Voilà. Après, on a d'autres caméras ici comme exemple, mais peut-être revenir juste sur une chose au niveau du bruit. En fait, il y a un truc qui est mal compris en photo. Quand on dit je remonte les ISO, ça augmente le bruit de l'image. En photo diurne, vous avez le fameux triangle d'exposition, c'est-à-dire l'ouverture, la quantité de lumière qui rentre réellement dans l'instrument,
le temps de pause et les ISO. À partir du moment où vous avez une ouverture qui est fixe, que vous diminuez le temps de pause, et bien forcément, vous êtes obligé d'augmenter les ISO pour avoir la même quantité de lumière. Ou, si vous réduisez l'ouverture, par exemple augmenter le rapport FD, avec un temps de pause égal, vous devez augmenter les ISO pour avoir la même quantité de lumière. C'est pour ça qu'on dit, quand on augmente les ISO, on augmente le bruit. Non, en fait, on a diminué mécaniquement, sur la base du temps de pause et sur la base de l'ouverture, la quantité de lumière effective qui est entrée dans le capteur. Le bon moyen de pouvoir baisser le bruit sur l'image, donc sur l'image finale, c'est d'avoir beaucoup de temps de pause. Un temps de pause total, il y a deux façons de le faire. Soit on fait des temps de pause très longs, mais c'est contraire à notre lutte contre le sinning et la turbulence, soit on va justement essayer d'accumuler un très grand nombre de pauses et on a la chance maintenant avec ces nouveaux capteurs de pouvoir accumuler énormément de pauses sans être noyé trop dans le bruit de lecture. Voilà, et ça tombe très bien que tu parles des ISO parce que un réglage très important de ces caméras, c'est ce qu'on appelle le gain et ça correspond exactement aux ISO. Et quand je dis que cette caméra fait un bruit de lecture de 0,85, il faut mettre le gain au maximum. Ou pas loin du maximum, on va dire à 350 à trouver, il y a une courbe vraiment de compromis et de bruit par rapport au gain. Et même si effectivement notre image va paraître plus bruitée, en vérité, disons que c'est juste qu'on a divisé par 2 nos seuils, donc forcément on voit plus de bruit, mais en vérité il y en a même un petit peu moins que si on est sur des gains, gains plus faibles. C'est pour ça que voilà, c'est très important. Donc après on a d'autres caméras, on a une 1600 ici, la 1600 caméra aussi, le bruit descend à 1,1, donc c'est pas mal. On notera quand même qu'elle a un peu de travail, c'est le cas des capteurs Kodak, donc il faudra faire des flats bien comme il faut pour ça. Apparemment c'est pas un capteur Kodak, c'est un capteur Panasonic. Ah oui, Panasonic, excuse-moi, je reprenais les vieux noms. La Razzie 183, voilà. Donc là c'est la MC, c'est la couleur. Donc celle-là elle a des tout petits pixels, ça peut être utile si vous avez un F/D assez court et une bonne correction des aberrations. Voilà, des 2,4 microns, c'est ça. On n'est pas sur une très grande taille de capteur. Hein. C'est ça. Toi tu montes là sur un capteur APS-C avec la taille R26. C'est ça. Et après derrière on a le monstre, c'est la 6200. Alors là c'est un capteur full frame. Forcément la taille des fichiers est monstrueuse, c'est je crois 6 images par seconde. Non, ça c'est en 8 bits, c'est 6 images par seconde, et quand tu es en 16 bits, 2,5, et ils font 120 MB pièce. Si on veut faire du Loki avec celle-là, on ira plutôt faire du ROI, Region of Interest, qui consiste à prendre une petite partie du capteur. On en a fait un peu l'année dernière. C'est intéressant pour des très longues pauses et des très longs champs. On en a fait un peu l'année dernière, mais voilà, ça remplit très vite. Non, t'inquiète pas. Et donc, juste aussi une petite précision, donc on a une différence entre les caméras non refroidies et les caméras refroidies. Le refroidissement, ça va permettre de s'affranchir d'une autre forme de bruit qui s'appelle le bruit thermique. Oui. Disons que ça va être moins un problème en pause courte, puisque forcément le bruit thermique augmente avec le temps de pause. Exactement. Et on fait des pauses assez courtes, mais ça va rester problématique, surtout si vous shootez une soirée d'été et qu'il fait 30 degrés dehors. C'est la variation de la température au fur et à mesure de la nuit. Voilà. Le travail du dark qui va consister à soustraire justement le bruit de lecture et le bruit thermique, eh bien, il faut travailler avec une température la plus constante possible. C'est ça. Donc c'est 2 avantages en fait d'une caméra refroidie. C'est d'une part le refroidissement et aussi la régulation, qui va permettre de garder la même température tout le temps. Alors en général on met moins 10 ou moins 20, ça suffit bien. Et donc par exemple sur une caméra comme la 294 MC qui a ce qu'on appelle un effet de l'enveloppe, c'est quasi, ça ressemble, c'est la décision. Mais la 294 MC qui a un phénomène d'anglo, c'est-à-dire d'un bruit thermique local sur une partie de l'image, eh bien si on n'est pas bien stabilisé, on n'arrivera pas à s'en affranchir. Voilà, c'est ça. Il y a aussi donc des capteurs qui n'ont plus d'anglo, c'est le cas de ma caméra ici. Donc finalement, celle-là en version non refroidie, elle serait moins gênante parce que on peut, on va dire, modifier nos darks de manière à les ajuster à la température en fonction de des images qu'on prend. Et des capteurs BSI, il faut peut-être en parler aussi un petit peu, j'en avais parlé sur le choix des capteurs, effectivement un capteur BSI est entre guillemets 30% plus sensible qu'un capteur qui ne l'est pas. Voilà. Donc backside illuminated, c'est une façon de fabriquer le capteur. Et donc là aussi, globalement, au fur et à mesure, toutes les nouvelles générations sont comme ça. De nos jours, il y a quand même quasiment plus que des capteurs BSI qui sont en vente. À part peut-être la 1600 qui reste encore bien présente. Oui. Le reste, c'est uniquement des capteurs BSI ici.
Et il faut le vérifier quand même. Voilà. À la chambre 9, à la limite de La 183, c'est pas un VSI. Ouais, 183, ouais, effectivement. Voilà. Après, on peut évidemment, un point très important, c'est la sensibilité du capteur. Mais comme de nos jours, ils sont tous très bons, c'est vrai que voilà, tous les groupes arrivent à 85-90% parfois de rendement quantique, c'est-à-dire sur 100 photons qui arrivent, on va en capter 90. Donc c'est sous forme d'électrons. Donc c'est quand même très très bon. Voilà, il n'y a plus trop de questions à se poser finalement à ce sujet parce qu'il n'y a plus trop de différence. Alors je constate au montage que nous n'avons pas parlé de 2 points assez importants concernant le choix de votre caméra pour le Lucky Imaging. La première chose déjà, savoir si vous allez utiliser une caméra monochrome ou une caméra couleur. Et bien clairement, quand vous allez débuter, je vous conseille bien sûr de travailler avec une caméra monochrome, tout simplement parce que au global, elles sont avec l'addition finalement des couches vert-bleu sur sur chaque photosite, finalement vous allez avoir le signal rouge vert bleu qui va s'additionner, et bien vous allez avoir mécaniquement beaucoup plus de signal sur chacun des photosites de votre image. Donc clairement on laissera de côté la 294 et on prendra par exemple une 1600 pour essayer de faire un petit peu de lucky, et ne serait-ce même aussi en photo du ciel profond. Pour des nébuleuses par exemple, ça fonctionne très très bien d'utiliser une caméra monochrome par exemple. À noter ensuite la possibilité d'utiliser des filtres. Vous allez constater à la fin de cet épisode, mais je vous montre déjà la photo, donc que l'on peut utiliser des filtres donc rouge, vert, bleu, de façon à faire des photos couleurs. Donc là-dessus, bien évidemment, on utilisera soit un tiroir à filtre, soit une roue à filtre, et vous pourrez constater d'ailleurs même sur cette photo, donc prise par Romain avec son Dobson 560, que finalement les aigrettes rouge, vert, bleu sont décalées tout simplement du fait de la rotation de champ que l'on a sur un télescope Dobson. Vous pouvez, si vous photographiez des nébuleuses, utiliser un filtre pour les nébuleuses, par exemple ici, un L Pro de chez Optolong. Eh bien l'avantage de ça, c'est que vous allez forcément avoir un petit peu plus de contraste. Alors on va assombrir le fond de ciel bien sûr, mais vous allez pouvoir quand même révéler correctement par exemple une nébuleuse, que ce soit avec une caméra monochrome ou une caméra couleur. Donc il y a encore des possibilités à ce niveau-là à considérer, mais franchement si vous avez une caméra monochrome sous la main, commencez avec cette caméra monochrome. Autre point que nous n'avons pas tellement abordé, celui de l'autoguidage. Eh bien, il n'est pas nécessaire de faire de l'autoguidage quand on va faire du Lucky Imaging, tout simplement parce qu'on est sur des temps de pause assez courts. Donc, on va pouvoir se permettre d'avoir des petites dérives au global de votre monture. Et finalement, ce sera peut-être un petit peu mieux. Parce que, eh bien, ça va faire un effet un peu de dithering qui va faire que l'on va finalement un petit peu... lisser finalement les petites différences de sensibilité locale d'un photosite sur les photosites d'à côté, etc. Donc finalement, vous allez voir, d'ailleurs même sur certaines photos, on voit un petit peu de grattage, de walking noise comme on dit, qui sont liés justement à cette absence donc d'autoguidage, et en fait, en réalité, c'est peut-être la meilleure chose. Mais dites-vous une chose très clairement, c'est que une caméra qui est très très sensible, eh bien ça va être quand même beaucoup plus facile d'avoir finalement un fond de ciel qui sera quand même un petit peu meilleur. La 294 par exemple, faites attention, elle a un effet, la 294 couleur en tout cas, j'ai pas essayé la mono, a un effet un peu ce qu'on pourrait qualifier un petit peu de moutonnement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on le ressent sur certaines photos aussi, c'est-à-dire que vous avez forcément, techniquement, des photosites qui sont un petit peu moins sensibles que d'autres et d'autres un petit peu plus sensibles que d'autres. Donc là aussi c'est important de faire des flats. Ça vous permettra aussi donc de compenser un petit peu cet effet là. Et en fait quand le rapport signal sur bruit est très très faible, eh bien on a un petit peu ce petit effet qui fait que le fond de ciel finalement n'est pas strictement régulier, et quand on va faire l'empilement de tout ça, eh bien on va avoir un effet de moutonnement. Donc c'est pour ça que de ne pas avoir l'autoguidage peut être une solution pour aider aussi un petit peu. Voilà. Mais ça se verra à l'usage. Déjà, lancez-vous, vous verrez, c'est quand même une technique absolument géniale. Alors, ce qu'on a envie de vous dire avec cet épisode, en fait, c'est qu'à la limite, déjà, osez vous lancer avec ce que vous avez aujourd'hui. C'est sûr que si vous avez une caméra couleur, ce sera toujours un peu moins bon qu'une caméra mono, mais j'ai fait l'expérience quand même l'autre jour, et vous verrez en fait au traitement, donc dans 2 épisodes, j'avais fait des photos longue pause par 30 secondes avec ma 294 couleur. Et derrière, j'ai fait un petit peu de pause Lucky Imaging de 2 secondes avec ce même capteur. Et c'est très intéressant de voir qu'en traitement de type Lucky sur les pauses de 2 secondes, et c'était juste 10 minutes de pause au total, et bien qu'on arrivait à avoir des étoiles bien plus piquées,
beaucoup plus de détails sur le cœur de la galaxie et pouvoir éventuellement mixer les deux, même avec un caméra, un capteur couleur, ça peut être très très intéressant pour commencer à vous penser. Enfin, je vais faire juste un petit interlude sur ça parce que donc il y a quelques capteurs couleurs qui ont un bruit encore plus faible. Oui. Donc notamment la 462 qui est ici. Donc 462 ça peut être l'ASI 462 ou la QHY 462, il y a plusieurs Voilà. Ou alors la 585 qui est la même mais en plus grand, c'est-à-dire que celle-là a un capteur Full HD et la 585 un capteur 4K, donc ça devient plus intéressant. Et là le bruit descend à 0,7. Ce qui fait que même si c'est un capteur couleur, finalement c'est le moins pire qu'on peut prendre. Donc si vous voulez, voilà, le capteur couleur reste plus simple. Un capteur un peu universel pour tout faire. Voilà, commencer, ça je conseille la 585, même non enfin, je crois pas qu'elle existe d'ailleurs en version refroidie, mais non refroidie, voilà, ça reste un prix très raisonnable et je pense que c'est pas mal pour se lancer, pour essayer, voir si ça intéresse. Bon, bah Romain, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Merci à toi. On vous donne rendez-vous dans les 2 épisodes à suivre, à savoir les prises de vue pour le key imaging du ciel profond et ensuite le traitement des images en Lucky Imaging du ciel profond avec Cyril, logiciel gratuit. Et ça sera très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver Romain sous le nom de Roche, ROCH sur Astrobin, Webastro, Astrosurf et Romain Chauvet, Astrophotographie sur Facebook. Merci beaucoup pour votre attention et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.